Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Je vous accueille avec plaisir donc, à cette causerie, cette deuxième causerie de l'année 2022. Merci donc au présent dans cet amphithéâtre de Césy-Nanterre. Au présent, on a aujourd'hui des classes préparatoires, mais aussi des formations RH. Mais nous avons également en live notre campus d'Orléans qui nous suit, comme chaque semaine, mais l'ensemble aussi des autres campus, 25 campus en France de Césy qui nous suivent régulièrement. Vous avez également vos tuteurs peut-être, vos réseaux professionnels et personnels, car évidemment le lien live est gratuit et diffusable. Il est unique pour l'ensemble de la saison des causeries et vous pouvez donc voilà, à votre guise suivre notre programme sur l'ensemble des thématiques proposées. Vous avez l'occasion également de poser des questions, que ce soit dans l'amphithéâtre, donc j'ai rappelé les règles, vous levez bien la main pour quand je vous passe le micro, et aussi en distanciel, en envoyant votre question à l'adresse mail causerie au pluriel idfc@cesi.fr. Et je prendrai la parole à votre place afin de poser la question à la causeuse du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dawn Néo-Fournier. Merci à elle de venir. Donc, elle a déjà participé à une saison il y a 2 ans. Et aujourd'hui, avec une nouvelle thématique, elle revient vers vous pour vous apporter évidemment de nouvelles connaissances. Donc, je vais passer donc la parole à l'intervenante du jour, qui va vous parler donc les compétences comportementales au service des compétences techniques. Et je vous souhaite une très bonne causerie à tous. Merci. Merci, Héloïse. Bonjour à tous. Bienvenue. Plaisir de vous revoir. Certains d'entre vous que je l'ai déjà vu et surtout aux nouveaux que peut-être je reverrai un autre jour. Donc, comme vient de dire Héloïse, notre causerie aujourd'hui est au sujet des compétences comportementales, qui est une phrase un peu barbare, et je vais le décliner un petit peu. Donc, je m'appelle Dawn Néo-Fournier, donc vous entendez, je suis anglaise, mais je suis aussi française. Je vais essayer de ne pas trop détruire la belle langue française. Donc, pourquoi ce sujet-là ? Simplement parce que aujourd'hui, les comportements, les compétences comportementales sont ceux que pour l'instant, en tout cas, les robots, l'intelligence artificielle ne peuvent pas remplacer. Et il faut dire que là, vous êtes étudiant et vous êtes en train d'apprendre des techniques, des compétences techniques qui sont évidemment impératives à votre avenir. Mais sans les compétences comportementales, il va vous manquer quelque chose pour avancer. Et aujourd'hui, de plus en plus, il devient vraiment critique dans les entreprises. Depuis l'arrivée du notion de QVT en entreprise, donc les RH, c'est qualité vie au travail, cette notion de compétence comportementale a pris un bond parce qu'on s'est rendu compte que quand on recrute, si on ne prend pas en compte, on peut avoir des équipes qui ne se collent pas ensemble. Et donc, c'est très important de travailler là-dessus en tant que recruteur futur. Alors, c'est quoi dont on parle ? On parle des compétences comportementales. Et j'ai choisi cette image de la poupée russe simplement parce que, tout comme les poupées russes ou les babouchkas là, ça correspond à plein de choses différentes. On pense qu'on a compris le truc et ensuite on ouvre et on trouve un autre. Donc déjà, sur le terme qu'on va utiliser. Alors, moi, j'ai le titre, c'est compétences comportementales, mais il y a d'autres façons de le dire. Et vous avez peut-être vu parfois compétences transversales ou même savoir-être. Et mon favori personnel, forcément, c'est les soft skills. Ça commence déjà avec les soft... Enfin, ça a commencé, ce terme est venu forcément des États-Unis au départ, et il a traversé l'Atlantique. Et aujourd'hui, il faut dire que le terme soft skills est utilisé beaucoup pour décrire cela. C'est ce que vous allez voir sur les annonces très souvent. Donc, je vais éviter de l'utiliser au plus possible, mais vous m'excuserez si je l'utiliserai parce que c'est plus facile à dire que compétences comportementales. Alors, je me suis posé la question en préparant ce causerie, est-ce que ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans, est-ce qu'on a un new world qui a besoin des new skills ?
Et je me suis dit, parce que c'était quand même compliqué, à tous les niveaux, ceux qui travaillaient, mais même vous en tant qu'étudiant, du jour au lendemain, on a dû apprendre à utiliser des systèmes qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. On avait perdu le fil humain, entre guillemets, le contact humain, qui était un peu compliqué pour certains d'entre nous. D'autres sont très bien débrouillés, aucun souci, ils sont passés comme si rien n'était. Ils ont viré tout ce qui était sur la table de la cuisine, ils ont posé leur ordi, leur imprimante et allez-y, ça allait. Et d'autres ont dit « Ah non, ça je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces ». Ils sont restés sous le couette en disant « Je reste là, ça va passer ». Malheureusement, ça ne s'est pas passé aussi vite que ça. Et puis d'ailleurs, c'est toujours un petit peu en cours. Donc, je me dis, qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi certaines personnes, ça n'a pas posé de problème, d'autres, ça va plus ou moins, et d'autres, c'était une catastrophe. Et je me suis rendu compte que c'est quand même par rapport à nos compétences comportementales. C'est comment est-ce qu'on voit le monde, c'est comment est-ce qu'on attaque les problèmes, ou comment est-ce qu'on perçoit des problèmes et comment on va les gérer, qui va faire la différence. Et ça, c'est vrai aussi en entreprise. Et donc, je me suis dit non, ça n'a pas beaucoup changé. Et justement, j'ai cherché des études là-dessus et j'ai trouvé un en 2019 qui était fait par Cadre Emploi et Michael Page sur les soft skills, sur les compétences comportementales, en disant, mais c'est quoi cette histoire-là? À quel point est-ce que c'est important en entreprise? Et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que 33% des CDI prennent fin en première année de contrat. Pas parce que les compétences techniques ne sont pas là, parce que quand les compétences techniques ne sont pas là, l'entreprise va vous former, mais parce que les compétences comportementales n'étaient pas là, ou ils étaient en tout cas pas en adéquation avec les besoins ou les désirs de l'entreprise. Et ça peut aller dans les deux sens aussi. Ça peut être l'employé qui ne trouve pas son compte ou l'employeur qui ne trouve pas son compte. Mais en tout cas, pour ceux qui sont dans le filière RH, sachez que perdre 33%, perdre des gens dans la première année, c'est un coût énorme pour l'entreprise. Le recrutement, ça coûte cher en temps, en argent, en énergie. Et donc, il faut qu'on fasse tout pour éviter ça. Et une façon de l'éviter, c'est de déjà faire le recrutement par rapport à ce que vous avez besoin en tant que compétence comportementale. Ils ont aussi dit en 2019 que 31% des cadres utilisent plus leurs compétences comportementales que leurs compétences techniques. Ce chiffre-là, je pense que c'est peut-être les cadres plus haut placés, parce que des nouveaux cadres, quand on commence en tant que cadre, en tant que manager, on est toujours sur le fil de nos compétences techniques. C'est avec le temps qu'on va devoir déclencher les compétences comportementales plus importantes. Donc ça serait intéressant de suivre ce chiffre-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec le télétravail, effectivement, ça devenir de plus en plus important. Déjà à l'époque, 62% des managers qui faisaient des recrutements disaient qu'ils prenaient en compte les compétences comportementales dans le recrutement de leurs employés. Alors, ce n'est pas faire l'effet miroir en recrutement, qu'on sait est très mauvais. Il ne faut jamais essayer de recruter quelqu'un juste parce qu'il est comme vous. Il faut recruter quelqu'un parce que c'est la personne qu'il le faut pour le poste, mais aussi pour l'entreprise, par rapport à la culture d'entreprise, par rapport aux valeurs d'entreprise. Et quand vous allez faire vos cours sur le marque employeur, c'est quelque chose qu'il faut vraiment y penser. Si on veut promouvoir un marque employeur qui est très fort, ça commence déjà avec le recrutement sur le descriptif de poste et la façon dont on va mettre l'annonce pour le recrutement. Donc ça, c'est déjà haut. Et je pense que ça va encore rester haut, voire augmenter là encore, parce que le télétravail, on compte beaucoup sur les qualités innées des personnes et pas forcément les compétences techniques. 90% des employés, ça m'a étonné, pensaient que l'environnement pro permet de développer les compétences comportementales. Mais après réflexion, c'est vrai. Quand vous êtes à la maison, vous êtes comme vous êtes et vous avez toujours été comme vous êtes. Vous ne changez pas votre comportement par rapport aux mamans, au papa, aux petits frères, aux grands sœurs, ou peut-être un petit peu. Mais vous restez le même. Or qu'au travail, on doit faire des efforts supplémentaires pour rentrer un petit peu pas dans le moule, mais dans le schéma de l'entreprise, ce qui est attendu. Ça peut être quelque chose aussi simple que
La façon de s'habiller, par exemple, il y a des codes vestimentaires dans certaines entreprises, que ça soit strict ou moins strict. Il y a des codes de langage dans certaines entreprises. On se tutoie, on se voit. Donc, toutes ces choses-là, on change un petit peu notre comportement quand on est en entreprise. Et beaucoup de gens se disent, oui, c'est vraiment en rentrant en entreprise que j'ai pu développer ça. Et j'ai pu le développer en observant les autres. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et j'aimerais bien voir la même étude d'ici 1 an ou 2, post-Covid, j'espère, pour voir si ça a changé des choses. Je pense que oui, je pense qu'on va de plus en plus sur un besoin de recruter et de trouver un sens dans notre travail qui n'est pas forcément technique. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que les compétences techniques que vous êtes en train d'acquérir, ce ne sont pas importants. Ils sont primordiaux. C'est la base. Sans cela, vous n'aurez pas d'emploi, de toute façon. Donc là, c'est supplémentaire, complémentaire, mais très, très important. Pour vous le prouver, je vais vous montrer quelques slides. Je me suis amusée à dire quelles sont des compétences qu'on doit développer. Alors, parce que si vous allez sur Internet et vous ouvrez et vous regardez, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Et c'est impossible, très difficile en tout cas, de décliner ça en quelque chose de bien précis. Et en tant que recruteur futur, si vous n'êtes pas déjà, comment est-ce qu'on va promouvoir cela lors d'une annonce? Alors, pour s'amuser, voilà quelques annonces. Ici, c'est une annonce pour un assistant de gestion de ressources humaines, donc voilà, classique, avec évidemment à gauche les compétences techniques classiques. Ça, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. Mais là, ce qui est plus intéressant, c'est quand on commence à regarder les compétences comportementales, les soft skills. Et c'est des vraies annonces. Hein. Donc là, vous êtes reconnu pour votre esprit d'analyse et synthèse, soft skill. Maîtriser la communication orale, écrite et non verbale, soft skill. Vous maîtrisez vos émotions, grande soft skill, et quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en entreprise, ce qui est dommage, parce que moi, personnellement, je pense que l'intelligence émotionnelle, c'est une chose hyper importante. Qualité relationnelle, vous êtes meilleur au contact des autres. Donc là, on parle de travail d'équipe, forcément. Vous êtes curieuse, qui n'est pas quelque chose de très vilain, c'est quelque chose de très, très bien. D'ailleurs, le premier slide pour les causeries, il parle d'être curieuse, c'est un vrai avantage dans la vie. Et vous bouillonnez d'idées, vous êtes créatif, on entend souvent ça, créativité. Alors, la créativité, ce n'est pas pouvoir faire un dessin joli, c'est être créatif avec des idées, avec des solutions, avec des propositions. Donc là, on a plus de demandes en compétences comportementales qu'on a en compétences techniques. Et ce n'est pas étonnant, c'est de plus en plus comme ça. Ce n'était pas comme ça il y a quelques années. Hein. Avant, c'était des listes de trucs techniques et derrière, et puis bon, il faut aimer les autres, quoi. Et donc, ça va de plus en plus dans ce sens-là. Ce qui est intéressant dans cette annonce aussi, c'est que vous pouvez lire entre les lignes. Si vous êtes en train de postuler pour ce poste, il ne suffit pas de prendre tous les mots-clés, esprit d'analyse, communication, émotion, etc., et caser-le quelque part sur votre CV avec peut-être quelques exemples. Ce qui sera encore plus intéressant, c'est de lire entre les lignes. Qu'est-ce que le recruteur cherche ici? Et là, pour moi, ce recruteur-là cherche quelqu'un qui a vraiment un esprit humain. C'est dans le titre, hein, ressources humaines, mais vraiment, c'est une société, à mon avis, qui a une culture très humaniste et qui cherche quelqu'un qui va rentrer dans l'équipe de façon simple et efficace. Et donc là, moi, je trouverais un moyen de faire parvenir cette image ou ce message à le recruteur dans mon lettre de motivation pour montrer que je suis ce genre de personne. Et ça, c'est tout un art de lire les annonces et savoir comment les répondre. Après, on a un autre qui est également un chargé de mission RH, mais cette fois-ci, c'est une société de conseil. Et j'ai pris cela parce qu'il est vraiment différent des autres. On a tout de même des compétences techniques, légèrement plus là, mais là, on a des compétences comportementales vraiment différentes. Là, on demande l'autonomie, réactivité, preuve d'initiative, sens des priorités, proactivité, force de proposition. Bon, travail en équipe toujours. Sens de diplomatie et de pédagogie. Bon, on est dans une société de conseil, c'est normal. Capacité d'analyse et de synthèse, exigence, rigueur, qualité des services sont indispensables. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans un autre délire.
Là, c'est une société, si je lis entre les lignes, qui cherche l'efficacité, l'activité, le dynamisme, un winner. Vraiment, c'est beaucoup moins focus sur le côté humain, le côté équipe, même s'il parle de travailler en équipe, parce que là, tout le monde le dit. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans les annonces. Il faut être politiquement correct. On ne peut pas dire qu'on veut des requins. Hein, ça ne se fait pas. Mais en lisant bien à travers des lignes, on sait ce qu'ils cherchent. Donc là, en postulant pour ce poste-là, il faut mettre en avant vos capacités de requin, entre guillemets. Ensuite, pour changer, et pour s'il y a dans l'audience les ingénieurs, là, une annonce pour un poste d'ingénieur industrialisation, là encore, on a les compétences techniques nécessaires, mais regardez la liste des compétences comportementales. Travail en équipe pluridisciplinaire. Force de proposition, dynamique, pragmatique, autonome, sens du contact, écoute, curiosité et capacité à contribuer à notre culture d'entreprise ouverte sur le monde. Donc là encore, on a des demandes en soft skills assez importantes. Et ce qui me saute aux yeux ici, c'est le côté pluridisciplinaire, pragmatisme, curiosité et culture d'entreprise ouverte sur le monde. Là, ils cherchent quelqu'un. Soit c'est une entreprise qui c'est mondialisé, c'est avec des antennes ailleurs dans le monde. Donc, on va avoir à travailler avec des gens d'autres nationalités, d'autres cultures. Ou c'est une entreprise où déjà à l'intérieur de l'entreprise, il y a une vraie diversité de personnes. Donc là, en lisant ça, si j'ai fait mon lettre de motivation là, moi, je vais mettre en avant ma capacité à gérer et à travailler avec des gens de divers horizons. Donc, comme quoi, en lisant des annonces sur les comportements comportementaux, on peut se faire une très bonne idée de les valeurs et les cultures d'une entreprise et justement faire en sorte de mettre en avant les compétences que nous possédons qui va dans ce sens. Et la petite dernière, oh non, pardon, ce n'est pas la dernière, bon, cela c'est un fonctionnaire, on retrouve les mêmes choses plus ou moins, en curiosité, réactivité, etc. Mais la dernière que je trouve assez intéressante, c'est un comptable client expérimenté. Il ne demande que 2 choses techniques et après, regardez les compétences comportementales qu'il demande. Ce qui me choque, entre guillemets, qu'il n'y a aucune notion d'humain dans cette annonce. Ce n'est quasiment que presque technique. On parle de compétences comportementales, hein, parce qu'on parle de l'esprit d'analyse, sens des priorités, organisation, dynamique, rigoureuse, proactive. Mais là, ce qu'on attend, c'est quelqu'un qui va venir, qui va s'asseoir, qui va faire le job et qui va rentrer. Il n'y a pas de after work, il n'y a pas de baby-foot dans cette boîte. Hein. Donc, il faut prendre ça en compte. Il faut savoir quels sont vos compétences comportementales clés, où vous êtes bon, qu'est-ce que vous aimez dans le travail et dans ce côté humain du travail, pour savoir comme postuler pour des postes où vous allez être bien. Ce n'est pas la peine de postuler là-dedans si vous êtes quelqu'un qui aime bien le côté humain, le chat autour de la machine à café, parce que vous allez être malheureux. Et vous allez faire partie des 33% qui va partir au bout du première année. Donc, voilà pourquoi comprendre quels sont les comportements, les compétences qui sont recherchées, mais aussi, après, comprendre les vôtres. Et c'est là, pour cela, je veux vous passer une petite présentation de ce que j'estime. Alors, ce n'est pas une science infuse. J'ai un certain nombre d'années d'expérience en management et recrutement. Et pour moi, ça, c'est 4 familles. Moi, j'ai décliné ça en 4 familles des compétences que je pense qu'elles sont très importantes, peu importe le secteur, peu importe la société. Je pense que les employeurs cherchent les talents qui sont agiles, qui sont fédérateurs, excusez-moi, mes slides sont un peu décorientés, orientés solutions et efficaces. Et à l'intérieur de ces 4 familles, on va décliner ça en des compétences spécifiques. Donc, par exemple, quelqu'un qui est agile, donc qui adapte à un environnement changeant, qu'est-ce qu'il est? Il est réactif. Donc, ça veut dire que quand il y a un problème devant lui, il sait comment agir. Il est dynamique,
Donc, il ne va pas rester là, attendre. Bon, je vais réfléchir 3 heures avant d'attaquer au problème. C'est quelqu'un qui est créatif, qui va réfléchir à comment trouver des solutions. C'est quelqu'un qui a un sens des priorités. Quand vous êtes employé dans une entreprise, votre rôle est de créer de la valeur pour cette entreprise, peu importe le poste que vous avez. Que vous soyez manutentionnaire ou PDG, vous devez créer de la valeur. Et pour en créer de la valeur, il faut avoir le sens des priorités. Il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est vraiment important. Donc, avoir ce sens des priorités, ça vous permet d'être agile, de sauter d'un projet à un autre, tâche à un autre, en fonction des urgences et des choses importantes. Vous devez accepter et gérer le changement. Bon, ça, c'est en fonction de votre poste. Parfois, vous devez juste l'accepter, travailler avec, avoir le courage de l'accepter. Et après, quand on devient manager, on doit aussi apprendre à le gérer. Et vous devez être curieux. Alors, ce mot-là, ça arrive souvent. Curieux et créatif, ça arrive très souvent. Et vous allez le retrouver dans mon liste à moi à plusieurs endroits. Et là, dans le contexte de l'agilité, la curiosité, pour moi, c'est avoir ce qu'on appelle en anglais un growth mindset. Alors vraiment, la traduction de cela, elle est assez compliquée, mais c'est une notion qui est devenue une science maintenant, qui est de dire que on n'est pas tous égaux devant l'intelligence. Ça veut dire qu'on peut avoir une intelligence X, et on peut rester toute notre vie avec une intelligence X, ou on peut avoir une intelligence X et on continue à le travailler, et devenir encore plus intelligent. Et je parle d'intelligent dans le sens capacité de faire des choses, pas être intrinsèquement intelligent. Alors, ça s'appelle le growth mindset et je vais vous le décliner un petit peu parce que c'est un sujet assez intéressant. Et comme le sujet est de la curiosité, je vous invite à aller faire des recherches vous-même. C'est un sujet très intéressant. Il y a plein de tutos, enfin pas de tutos, de vidéos sur YouTube sur le sujet. Il y a des choses sur des TED Talks aussi par Carol Dweck, qui est le proponent de ce méthode-là. Alors, on va regarder qu'est-ce que c'est. Alors, le growth mindset, c'est quoi? C'est le contraire d'un fixed mindset. Et le growth mindset, qui en français, c'est l'état d'esprit de développement, c'est pour ça que j'utilise le terme anglais, c'est des gens qui ont le désir d'apprendre, de continuer à augmenter leur potentiel toute leur vie. Donc même quand vous êtes vieux et vieille, vous continuez à vouloir apprendre des choses. Ça vaut un growth mindset. Ceux qui ont un fixed mindset, donc un état d'esprit fixe, c'est ceux qui plafonnent rapidement et ne développent pas assez leur potentiel. Et le mot-clé là, c'est le potentiel. Il y a une histoire vraie de 2 frères. Leurs parents voulaient faire jumeaux. Faire jumelles ou jumeaux. Et ils voulaient leur apprendre un instrument de musique. Ils les ont mis tous les 2 au saxophone. Il se trouve qu'un des frères il avait un potentiel énorme. C'était inné pour lui. Il avait lu bien, enfin tout allait bien, il avait le souffle qu'il fallait. Il était vraiment très bien. Et pendant 3 ans, ils ont fait des cours de saxophone tous les 2. Ils ont progressé tous les 2, mais il y en a un qui c'était juste inné pour lui. Pas de complications, pas difficile. L'autre frère, c'était plus compliqué. Et donc, avec le temps, le premier frère, pour qui c'était très simple, a décidé qu'il n'avait plus besoin d'aller prendre des cours, etc. Il n'avait pas besoin, il pouvait le faire. L'autre, qui trouvait ça un peu plus compliqué, il avait 2 choix. Il aurait pu dire, bon, je laisse tomber le sax, je vais faire le batterie ou la guitare. Mais il a dit non, moi je veux. Donc il a continué, il a fait des cours supplémentaires, il a fait beaucoup plus de pratique que son frère. Et à la fin de l'histoire, il faut savoir que 20 ans plus tard, celui qui avait de la potentiel, mais qui a décidé de ne pas vraiment pousser sa potentiel, est devenu, je ne sais pas quoi, il avait un job normal. L'autre est devenu un saxophoniste professionnel qui jouait dans les groupes de musique aux États-Unis. Parce qu'il avait un growth mindset. Il n'a pas dit « je ne peux pas faire, je ne suis pas aussi bon que mon frère, donc je vais laisser tomber ». Il a décidé de travailler pour y arriver. Et c'est ça, avoir un growth mindset. Et c'est quelque chose qu'on peut faire si on est curieux.
Alors, ce slide-là, il y a beaucoup d'informations dessus, mais je vais passer très rapidement. En fait, c'est pour vous donner une idée comment on réagit face à différentes situations qui peuvent nous dire quel est notre mindset. Donc, comment est-ce qu'on agit grâce aux défis, aux obstacles, aux efforts et aux critiques. Et face au succès des autres, c'est intéressant ça. Alors, on n'est jamais tous l'un ou l'autre. On peut être, sur certains domaines, assez ouvert avec un growth mindset et sur d'autres, un peu plus fermé. Mais juste pour vous montrer, par exemple, ici, si vous avez un fixed mindset, les défis pour vous sont difficiles. Le succès n'est pas garanti, donc à moins d'être sûr de réussir, il faut mieux les éviter. D'accord ? Donc ça, c'est quelqu'un qui va rester bloqué à un moment donné. Or que le growth mindset, lui, il estime que les défis sont quelque chose qu'on doit rechercher parce que réussi ou pas, l'expérience de les affronter vous permettre de progresser. Donc voilà la différence. Alors déjà, vous pouvez vous poser la question, vous vous situez où ? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez déjà sur ce critère-là, en tout cas, où vous vous situez. Vous êtes du genre à lâcher ou est-ce que vous êtes plus résiliente que ça et vous y allez ? Quoi qu'il en coûte, comme il dit M. Macron. Alors, vous êtes au niveau des obstacles, vous êtes sur des défensifs, vous abandonnez facilement parce que, bon, ça vient d'ailleurs de toute façon. Ce n'est pas ma faute. On connaît tout cela. Ah, ce n'est pas ma faute, je suis en retard. Ah, ce n'est pas ma faute que je n'ai pas pu faire le projet. C'est toujours la faute des autres, le fournisseur, le client. Celui avec le growth mindset, il va persister, il va être résilient, il va être considéré comme un échec, il va considérer un échec comme une raison d'apprendre. Face aux efforts, vous considérez que vous n'êtes pas capable de maîtriser quelque chose naturellement, facilement, que ça ne sert à rien à insister. C'est comme le gars qui dit « moi je suis nul en maths, donc je vais laisser tomber et je vais me concentrer sur les études littéraires ». Mais non, ce qu'il faut faire, c'est faire vos études littéraires si vous voulez, mais quand même continuer à essayer d'apprendre à manier des chiffres. C'est important. Et même si vous avez un petit talent pour quelque chose, il faut quand même travailler, comme l'exemple des deux saxophonistes. Face aux critiques, vous estimez que les critiques sont toujours des attaques contre vous. Vous les prenez mal. Alors là, vous pouvez vraiment vous regarder. Vous avez tous eu des critiques dans vos vies, c'est certain. Quand vous recevez vos notes, etc., comment vous réagissez ? Est-ce que vous dites « ouais, mais bon, c'est pas ma faute, parce que de toute façon, il n'a pas compris, le prof, ce que je voulais dire. C'est sa faute, il a mal lu ma copie. » Ou est-ce qu'au contraire, les critiques sont source d'informations sur comment vos capacités actuelles peuvent être améliorées ? Growth mindset. Et finalement, face au succès des autres, est-ce que vous considérez que c'est le fruit de leur chance ? Moi, j'ai beaucoup entendu cette phrase. Ah oui, mais lui, il a eu la chance. Non, c'est du travail. Et ceux qui ont un growth mindset, ils ont regardé ça comme une source d'inspiration et vous allez vous mesurer contre les meilleurs. Alors, comment est-ce qu'on instaure le growth mindset ? Alors, on devrait commencer déjà à l'école. Bon, c'est un peu trop tard. Ça commence maintenant aux États-Unis dans les écoles et un peu en Angleterre. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont fait l'école Montessori, par hasard ? Non ? Alors, l'école Montessori fait un petit peu ce système. C'est pas très, très poussé parce que le Montessori, au bout d'un moment, ça s'arrête et puis on doit rentrer dans le cursus normal. Et malheureusement, bon, souvent les élèves, ils vont très loin quand même parce qu'ils ont compris qu'il faut se battre. Donc, ça aide beaucoup. Vous allez être les futurs jeunes parents. Et c'est là où vous pouvez faire une différence avec votre enfant. Développer un growth mindset dans votre enfant, c'est quoi ? C'est de ne pas lui dire quand il veut sauter d'un canapé à un autre que « arrête, tu vas te faire mal ». C'est de lui dire « si tu veux faire ça, je suggère que tu te mettes de la protection. Mets les coussins par terre si vous tombez, si tu tombes. » Ça, c'est dire à l'enfant « ok, je peux faire tout ce que je veux, mais il faut que je le fasse intelligemment. » C'est comme cet enfant revient de l'école avec une mauvaise note, c'est pas lui dire « mais t'es nul, t'as une mauvaise note ». Et c'est pas non plus lui dire « oh, c'est pas grave mon fils ». Ça non plus, c'est pas bien. C'est lui mettre dans une case. Le parent qui instaure un growth mindset dans leur enfant dit « ok, c'est pas une super note, tu peux faire mieux. Maintenant, comment
Est-ce que tu vas faire mieux? Qu'est-ce que tu veux faire pour améliorer ça? Et comment peux-je t'aider? Ça, c'est instaurer dans votre enfant un growth mindset. Et en le faisant pour lui, vous le faites pour vous aussi. Donc, je fais un appel à les futurs jeunes parents. Essayez d'instaurer ça dans vos enfants. Ça aide beaucoup, 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 croyez-moi. Donc, là, c'était être agile. Il faut avoir cette curiosité. Et pour être curieuse, il faut avoir un growth mindset. Il faut aussi être dynamique, etc. La deuxième famille, pour moi, ce qu'on cherche des employeurs, c'est des éléments fédérateurs. Ça veut dire que les gens qui sont orientés service, qui font un travail d'équipe, qui sont pédagogues, qui sont diplomates, ou qui sont influenceurs, et qui pratiquent l'empathie. Alors, l'empathie, ça fait partie justement d'un des composants de l'intelligence émotionnelle que je vais passer très rapidement tout à l'heure. Mais je pense que là, on peut dire que, regardez une des annonces qu'on a vues, la première, là, ils cherchent ça. Ils cherchent des gens qui sont orientés service, qui sont pédagogues, diplomates, qui peuvent influencer les autres, qui sont empathiques avec les autres. Donc, tous ces côtés vraiment humains, il faut vraiment le travailler. Pour le travailler, vous devez juste essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Le troisième famille, c'est d'être orienté solution. C'est vraiment arriver au résultat, parce que forcément, en entreprise, on cherche des résultats. Hein. Sinon, on n'ira pas très loin. Et pour cela, on revient au mot curieux. Il faut avoir cet esprit ouvert aux autres personnes, aux autres sujets. Aller venir aux causeries, ou les écouter, ou les regarder en replay, c'est être curieux. C'est peut-être pas votre sujet, là. Hein. Et peut-être demain, il y a un sujet qui est plutôt sur l'industrie. Les gars et les filles de RH, vous devez le regarder aussi. Être curieux, c'est aussi bête que regarder une émission de télé que vous n'avez pas l'habitude de regarder. Ou écouter un podcast dans le train au lieu de regarder TikTok. Ou regarder TikTok, mais sur quelqu'un que tu ne connais pas. C'est vraiment ça, être curieux. Ce n'est pas compliqué de développer sa curiosité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on devient de plus en plus curieux, on apprend plein de choses. C'est du connaissance générale qui fait qu'ensuite, quand on a des interactions avec les autres, on a des choses à se dire. Et quand on a des choses à se dire, on crée des liens. Et quand on crée des liens, on devient fédérateur, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. On est force de proposition, prise d'initiative, créatif encore, pragmatique, esprit d'analyse, esprit de synthèse et pensée critique ou pensée-esprit critique. Alors, ici, on est dans l'orientation de solutions. Donc, tous ces mots-là, vous avez vu dans les annonces, vous avez entendu parler de tout ça. Mais ça veut dire quoi, tout ça? Alors, moi, je pense que si vous travaillez... l'esprit de synthèse, c'est de dire des choses avec peu de mots, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et les pensées esprit critique, je vais vous passer ça très rapidement. Je ne suis pas là pour faire un cours, mais quand même, juste pour faire la différence entre la pensée critique et l'esprit critique. La pensée critique, c'est une méthode. C'est une méthode qu'on apprend dans les grandes écoles de commerce, etc. Et ça prend un cours de 3 jours pour l'apprendre. Mais très brièvement, c'est quoi? C'est simplement une méthode qui va vous permettre de prendre une problématique et avoir une réflexion, un recul. C'est des étapes à suivre. Vous allez analyser la situation, fixer un objectif. Vous allez faire connaissance des hypothèses. Donc, il faut vraiment, il y aura toujours plusieurs quand vous avez un problème devant vous. Il faut essayer de séparer le bon du mauvais et des vrais et des faux. Vous allez évaluer l'information. Hein, quelle information vous avez besoin? Qu'est-ce qui est pertinente? Vous allez faire une déduction. Assurez-vous que la conclusion découle logiquement des informations. Vous allez mettre en place un plan d'action. Et ensuite, vous allez célébrer des résultats et enregistrer des étapes. Donc, c'est une méthode. Pensée critique, c'est une méthode. Et souvent, on voit la pensée critique. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est l'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est quoi? Alors, je m'excuse déjà, la prochaine slide, c'est un peu barbare. L'esprit critique, si vous voyez tout ce qui est bleu, c'est exactement ce que je viens de montrer sur le pensée critique. C'est la partie pragmatique. C'est la méthode. J'évalue l'information,
Je distingue les faits et les interprétations, je confronte les interprétations, j'évalue les interprétations et je m'informe. Or que l'esprit critique, c'est la partie jaune. J'ai la curiosité, bah tiens, le voilà encore. Avoir envie de connaître, développer son ouverture d'esprit, ça c'est l'esprit critique. Être autonome, chercher à penser par soi-même, se méfier de ses préjugés. Lucidité, modesté. On voit de plus en plus le côté modeste aussi dans les soft skills. Modeste ou humble, on voit très souvent. Et l'écoute. La communication, l'écoute, ça fait partie de la communication. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est recherché par les sociétés. Donc si on revient sur la totalité, orienter solution, avoir la pensée et l'esprit critique, enfin avoir surtout l'esprit critique, vous permettent de cocher presque tout le reste. Ça vous permet d'avoir un esprit d'analyse, ça vous permet d'avoir un esprit de synthèse, ça vous permet d'être créatif, pragmatique, etc. Et ça, c'est vraiment les choses qu'on trouve très, très souvent dans les demandes. Après, on va demander que vous soyez efficace, évidemment. Que ça, c'est normal. Optimiser le temps des autres pour atteindre les objectifs. Là, on va vous demander d'être exigeante. Alors, exigeante, ça veut dire fastidieux, travail avec discernement. On va vous demander d'être rigoureux. Ça veut dire strict, mais avec précision. Donc, strict avec vous-même, strict avec les autres. Méthodique, organisé, ordonné, coordonné. Proactif, parce que réactif, c'est une chose, mais proactif, on ne peut pas être proactif d'ailleurs si on n'est pas méthodique, organisé et ordonné. Parce que pour la proactivité, il faut avoir du temps. Pour avoir du temps, il faut être organisé. Il faut être autonome. Il faut être disponible. Et là encore, si on est organisé, rigoureux et exigeant, on a le temps. On se crée le temps. Et il faut être résilient. Résilient, c'est très important. C'est ne pas jamais lâcher. Donc ça, c'est des éléments que moi, j'estime en tout cas, sont de ce que je vois dans les annonces, de ce que je vois quand je travaille avec des jeunes comme vous sur leur projet professionnel, de mon expérience passée, c'est vraiment les 4 familles qu'il faut vraiment travailler en vous, parce que ça couvre tous les secteurs. Que ce soit industrie, RH, la restauration, et surtout, ce qui est vraiment énorme en ce moment, c'est tout ce qui touche à l'informatique, enfin, le numérique, les applications, etc. Donc, il faut être agile, et donc agile, c'est adapter à un environnement changement et rapide. Fédérateur, vous avez la liste des trucs là. Fédérateur, donner une vision, construire des relations. Orienter solution, initier, évaluer et déclencher les propositions, et efficace. Optimiser son temps, le temps des autres. Donc là, vous avez des mots-clés, et il y en a plein d'autres. Ce n'est pas une liste exhaustive. Mais déjà, si vous vous concentrez sur ces choses-là, en se disant « où est-ce que je suis ?» Être honnête avec vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment exigeante dans vous travaillez, dans votre façon de faire? Est-ce que vous êtes rigoureux et méthodique? Quand vous travaillez en équipe, est-ce que vraiment vous êtes exigeant sur la qualité de votre travail et le travail des autres? Est-ce que vous êtes vraiment orienté solution? Quand est-ce que la dernière fois que vous avez pris une initiative? En classe, à la maison, dans votre emploi, si vous êtes je pense que vous êtes en apprenti ou en alternance. Quand est-ce que la dernière fois que vous avez pris une initiative? Posez-vous la question. La créativité, ça vient avec, comme je viens de vous expliquer, en étant ouverte, en avoir une ouverture d'esprit, growth mindset. Est-ce que vous êtes vraiment orienté service? Est-ce que vous aimez vraiment travailler avec les autres? Ou est-ce que vous êtes plutôt fait pour être dans un petit bureau fermé et faire vos trucs? Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Mais il ne faut pas se tromper d'annonce, il ne faut pas se tromper de filière. Si vous voulez être dans un bureau fermé à taper à l'ordinateur, il ne faut pas faire RH. C'est très simple. Si vous voulez faire la fête et être en train de gérer 3000 situations à la fois et découvrir des nouvelles choses tous les jours, il ne faut pas être comptable. C'est une évidence. Voilà. Donc,
une des choses que je voulais juste toucher très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est l'intelligence émotionnelle. Juste pour vous dire très rapidement, je ne vais pas aller plus loin, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de comprendre et gérer les émotions. Et il y a 5 compétences. Il y a la maîtrise de soi, la conscience de soi et la maîtrise de soi. Et c'est ce que je viens de vous dire. Si vous n'avez pas conscience de quelles sont vos forces et vos faiblesses, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et c'est également l'empathie envers les autres. C'est les aptitudes sociales, donc le fameux travail en équipe, et la motivation interne. Donc ça, c'est vraiment la résilience, etc. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est une grande partie de si vous travaillez votre intelligence émotionnelle, ça va aller très bien pour vous. Je vais passer très vite parce que j'ai pris tout de temps. Alors, comment enclencher le changement? Si vous voulez changer, comment le faire? Déjà, il faut décider que c'est désirable. Il faut vouloir. Moi, je ne peux pas vous forcer, vos tuteurs ne peuvent pas vous forcer, vos employés non plus. C'est vous qui décidez. Ensuite, être sûr que c'est réalisable. Il ne faut pas essayer de changer quelque chose que tu n'arriveras pas à changer. Et ensuite, il faut faire des efforts conscients et intentionnels. Il ne suffit pas de dire que je veux changer. Je vais changer, c'est possible, et ensuite, ne fais rien. Il faut vraiment le faire. Il faut se dire, OK, une fois par jour, je vais écouter un podcast sur un sujet différent, par exemple. Le développement des compétences comportementales, ça passe par l'ouverture d'esprit, l'esprit critique. Ça passe par les compétences, l'intelligence émotionnelle, et ça passe par le growth mindset. Il faut que vous soyez focus, il faut que vous soyez humain, et il faut que vous soyez ouvert au changement pour avancer. Alors, il faut également que chacun apporte leur pierre à l'édifice. Ce n'est pas évident. Moi, je ne vais pas vous donner des clés comme ça. Je ne peux pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qui existe. Les institutions doivent aussi faire quelque chose. Ils doivent certifier dans le RNCP, donc le Registre national des compétences professionnelles, les formations sur les compétences comportementales avec des référentiels précis. Malheureusement, quand je suis allée chercher sur ce sujet, regardez ce que j'ai trouvé. RNCP sur le sujet de développement des capacités comportementales et relationnelles, aucun résultat. 0. Donc, je suis regardée dans le répertoire spécifique. Et là, j'ai trouvé 14 formations. Oupi, 14 formations sur 10 millions. Et là, il faut savoir que le répertoire spécifique, ça correspond à des formations, des certifications, des habilitations plutôt, qui sont complémentaires aux certifications professionnelles. Donc, ce n'est pas des diplômes en soi, c'est des petits trucs qui vont avec. Donc, je les ai allés regarder tous. Premier truc à noter, ils sont tous en leadership. Donc, si vous n'êtes pas sur un parcours leadership, vous ne trouvez aucune formation sur le sujet. Et l'autre problème, c'est que chacun des 14 qui sont là sont tous inactifs. Autrement dit, aujourd'hui, il n'y a aucune formation dans le RNCP sur ces comportements. Donc, il faut il faut demander, il faut pousser, il faut travailler vous-même. Et c'est là où the growth mindset vient encore à jouer. Il faut pousser. Moi, en regardant ça, je me suis dit, moi je suis formatrice, moi, je vais créer une formation là-dessus. Je vais essayer de me le faire valider sur la RNCP, et comme ça, je peux le faire. C'est mon petite pierre. Les éducateurs que nous sommes, mais je parle aussi des éducateurs, des profs à l'école. Hein. Il faut vraiment, en accentuant l'importance entre le lien entre techniquement performant et comportementalement conscient. Là encore, tout Montessori, travail avec des élèves, futurs jeunes parents, avec vos enfants. C'est bien les compétences techniques, c'est nécessaire, c'est essentiel. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a autre chose aussi. Il faut essayer de faire comprendre ça aux gens. Et il faut accorder plus de temps au développement des compétences comportementales de nos jeunes, à l'école, au lycée, dans les grandes écoles. Les entreprises doivent jouer aussi. Vous êtes les futurs chefs d'entreprise ou responsables ou cadres dans les entreprises. Vous avez un rôle à jouer un jour. C'est de développer un langage réellement commun autour de ces compétences. Là, en cherchant des informations, c'est juste impossible.
Pour la même compétence, on va avoir 5 ou 6 mots différents. Donc, mon truc de poupée russe au début, c'est vraiment ça. Et en considérant les atouts comportementaux lors des promotions internes et pendant les recrutements. Pensez, quand vous faites vos recrutements, de mettre un certain pourcentage de vos questions, de vos attentes là-dessus. Et nous tous, vous, moi, vos tuteurs, tout le monde, on doit chercher à mobiliser et mettre en avant nos atouts comportementaux en lien avec nos comportements techniques. Donc les soft skills vont de main dans la main avec les hard skills. Et en travaillant tous les jours à l'amélioration de nos compétences comportementales. Alors je vais terminer ma présentation en vous disant, je n'ai pas la réponse finale pour vous, parce qu'il y en a qui vont me poser la question, alors comment je fais? Tout comme il y a énormément de différentes skills, soft skills, il y a énormément de différentes façons de le faire. Je pense que c'est chacun d'entre nous qui doit trouver la façon de le faire. Mais la première étape, c'est d'être conscient. Quel est votre niveau aujourd'hui de ces comportements qui sont recherchés par les entreprises? Et ça, c'est une base et vous allez pouvoir travailler là-dessus. Mon temps est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, levez la main. Bon, je vais peut-être commencer. Moi, j'avais une question sur, par exemple, les comparaisons entre les différents pays, les choses mises en place justement dès l'école primaire ou autre. Vous parliez de l'école Montessori, mais est-ce que dans d'autres pays, il n'y a pas des choses qui sont mises intrinsèquement dans les cours et dans les cursus déjà dès la primaire ou autre, au niveau Europe déjà et puis peut-être mondial? Alors, au niveau Europe en général, si vous regardez les systèmes éducatifs dans nos voisins du Nord, Danemark, Norvège, Suède, ils ont un système éducatif qui est très basé sur ce qu'on appelle le growth mindset, sur le côté où on donne la responsabilité à l'enfant. En fait, l'idée, c'est de dire à l'enfant, qu'est-ce que vous voulez faire? Donnez-lui le choix d'être bon. Félicitez quand il est bon et félicitez quand il n'est pas bon aussi. Mais félicitons en lui montrant comment il peut être mieux. Aux États-Unis, c'est très varié, très, très varié. Il y a certaines écoles qui sont très bien avancées dans le système, à New York en particulier. Il faut savoir que la personne qui a développé la notion de growth mindset, elle est Carol Dweck. Elle a fait beaucoup de travail avec des écoles à New York. Et donc, il y a beaucoup d'écoles à New York qui ont mis en place. Si vous allez en Asie, vous avez le contraire. En Asie, on est resté vraiment toujours, encore malheureusement, dans une école très rigide, très stricte, où tout est basé sur les résultats et pas le côté comportement dedans. En Angleterre, on est entre deux. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. On commence vraiment maintenant à faire des cours collectifs, dans le sens où on travaille en petits groupes. Une salle de classe en Angleterre n'est jamais en rang comme ça, jamais. C'est toujours en petits groupes. Et les enfants, on va leur donner un sujet et c'est à eux d'aller chercher des informations. Donc, ils développent leur esprit déjà de collaboration, de travail en équipe, de fédérateur, etc. Donc, ça commence. De mon expérience en France, j'ai un enfant, je ne l'ai pas encore vu, sincèrement. Mais je pense que ça commence un petit peu. Je n'ai pas assez de recul là-dessus pour faire un commentaire sur la France. Mais vu ce que je vois dans le RNCP, malheureusement, a priori, il n'y a pas beaucoup plus. Et par rapport à cette possibilité donc, de travailler en groupe, comme on peut l'avoir ici en groupe projet, que certains déjà initient à travers la 2P2, est-ce que finalement, ça ne met pas à l'écart certaines personnes qui n'arriveraient pas justement à apprendre de cette manière-là et qui auraient besoin plus de cadres, on va dire, ou des gens qui n'auraient pas les moyens, les ressources dans leur vie de tous les jours à aller chercher les informations des jeunes, je veux dire, que ce soit par leurs conditions sociales ou culturelles? Clairement, il y a en pédagogie, il y a les façons d'apprendre. Certains d'entre vous ont une façon d'apprendre qui est d'écouter et de prendre des notes. D'autres, ils n'ont pas besoin de prendre des notes. D'autres, ils ont besoin de répéter ce qu'ils entendent. Donc, les façons d'apprentissage, oui, ça joue beaucoup. Mais justement, l'idée de dire dès le départ qu'on apprend aux jeunes comment apprendre,
C'est déjà la base. Et je sais que pour avoir vu les travaux qui sont faits ici en groupe, ici et en d'autres écoles, c'est très bien, mais il y a toujours des gens dans le groupe qui ne sont pas inclus parce que ce n'est pas de leur nature. Mais c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'on ne peut pas être tous... Si on est tous au top, ben, ça va être pas très intéressant déjà. Il y en a qui sont très travaillent en équipe, puis il y en a d'autres qui sont plus solitaires. Il y a un endroit pour tous. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas fermer des portes. En ce qui concerne le côté social, est-ce que j'ai les possibilités d'apprendre? Je suis désolée. La radio, il est là pour tout le monde. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui, je ne veux pas dire le contraire. Vous choisissez de regarder la dernière influenceuse danser sur TikTok ou de regarder quelque chose qui peut vous apporter un certain autre chose, une certaine autre vision du monde. Alors, je ne suis pas en train de dire que moi aussi, je regarde les influenceurs sur TikTok. Moi aussi, j'ai mon compte Insta. Moi aussi, je fais des bêtises, les blagues et les gifs. Mais je ne fais pas que ça. J'ai aussi une feed sur des choses politiques, les choses business, etc. Il faut avoir un balance, un équilibre entre les deux. Une question sur le live. Pensez-vous que les soft skills sont assez prises en compte par les entreprises actuellement dans les évolutions, rémunération, gestion des personnels? Très bonne question. Alors, il y a un double langage, c'est vrai. On a vu dans les annonces, on demande énormément de soft skills. Et ensuite, quand on est en entreprise, on demande, quand on agit en fonction des valeurs et des cultures qui correspondent souvent aux soft skills. Mais quand il vient le moment de l'évaluation annuelle ou l'évaluation de promotion ou les NEAO au début d'année pour décider qui va avoir une augmentation, etc., on va regarder que le côté technique. On va regarder que du résultat. Alors, là encore, c'est une question de changer les choses. Et il faut le faire, il faut commencer à le faire maintenant. J'ai eu la chance de voir 2-3 sociétés, enfin, voire plus même, qui commencent maintenant à rajouter des éléments qui ne sont pas liés aux performances pures dans les évaluations annuelles qui vont ensuite donner des points à des possibilités pour soit les formations supplémentaires, soit les promotions, soit une augmentation de salaire. Donc ça commence. Mais là encore, je fais appel à les futurs boss ici et ailleurs de mettre cela en place. Une question dans la salle? Une autre question live. Donc Stéphanie, étudiante en Master 2, ingénierie pédagogique en formation pour adultes. Donc comment justement, ça décline de la question précédente, comment évaluer ces soft skills? C'est-à-dire qu'on reste sur quand même des choses non tangibles, assez difficiles à critériser. Je ne sais pas si ça existe. Je suis d'accord, certains sont assez intangibles. Être fédérateur, c'est assez intangible, mais je veux dire, quand vous travaillez avec 3 équipes, vous avez 3 équipes avec 3 responsables ou 7 unités de business avec 7 chefs d'unité, vous voyez bien que les résultats de l'équipe est les mieux d'un ou l'autre. Il y a eu un cas qu'on a eu ici avec un des classes avec lesquelles j'étais, où il parlait du fait qu'il avait 2 équipes, un qui marchait très très bien et l'autre que c'était une catastrophe. Alors c'est un très bon exemple. Et la différence, c'était quoi? C'était les soft skills. C'était les soft skills du manager, la façon dont il gérait son équipe, son exigence qui était bien, pas trop, sa familiarité qui était bien, mais pas trop non plus, et que ça a fait une différence. Donc, oui, c'est intangible peut-être, on ne peut pas trouver un chiffre pour ça, mais on aura des résultats globaux qui vont faire la différence. Et certains sont quand même assez tangibles, hein, être orientés solution. Sur une année, si vous évaluez votre nombre de personnel sur une année, vous allez avoir des exemples où il va pouvoir vous apporter des exemples où il a trouvé des solutions, où il a été créatif. Et il faut laisser la place pour cela dans les évaluations annuelles. Et pour une question d'actualité, justement, comme on est là sur du distanciel, on a eu beaucoup de distanciel, les entreprises en ont profité pour être quasiment à 100% distanciel et qui vont le rester, enfin en tout cas pour une grande partie. Est-ce que justement évaluer ces soft skills va pas être plus compliqué
puisqu'on n'a pas la personne forcément en face à face, on va rencontrer son collaborateur en visuel une fois par mois ou si ce n'est moins. Il y a toute une partie de comportement et de voilà qui va être mise sous cloche ou pas forcément très réaliste, enfin avec le quotidien. C'est sûr que cette côté de télétravail, travail à distance, va nous mettre en rude épreuve pour justement déjà développer et déjà reconnaître, etc., les soft skills parmi nos collaborateurs. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir trouver des solutions pour mettre en compte. La question précédente, c'est comment est-ce qu'on évalue ça? Il faut faire un effort dans les entreprises pour trouver des moyens d'évaluer ça. Mais où je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas en face à face qu'on ne peut pas avoir une notion des soft skills. La première année de Covid, moi j'ai suivi 99 étudiants dans leur projet professionnel. 99 étudiants. Et j'en ai vu 3 entre eux, par hasard, parce qu'ils étaient dans un endroit où j'étais une fois. Et on a réussi. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais on a réussi parce que, par rapport aux mots qui sont utilisés, par rapport à leur efficacité, par rapport à leur prise de risque dans les projets qu'ils mettaient en avant, qu'ils se disaient « moi, je veux faire ça ». Et moi, je leur disais, mais franchement, ce n'est pas vraiment votre parcours. Oui, mais moi, je vais le faire. Regardez, je vais faire cette formation. Donc là, ça me montre un growth mindset, par exemple. Donc, c'est possible. C'est plus compliqué, c'est certain. Mais avec ce nouveau monde dans lequel on va de plus en plus, il va falloir trouver d'autres façons d'opérer. On l'a bien fait pendant 2 ans, hein, et on va le refaire un peu plus à l'avenir. C'est tout. Mais c'est un travail en cours. C'est un travail en cours. Une dernière question. On va pouvoir conclure ça. On peut remercier chaleureusement Madame Yeo Fournier pour sa présentation. Merci à vous dans la salle, merci à ceux qui nous ont suivis. Je vais vous retrouver donc la semaine prochaine avec un autre sujet, Grand Paris Express et le BIM. Présenté donc par Monsieur Poisson, que vous connaissez peut-être, donc responsable département BTP sur saisie dentaire. Vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à envoyer un mail à causerie au pluriel idfc@saisie.fr. Si vous voulez, comme je vous le rappelle, diffuser ce lien live à tous vos contacts, il n'y a aucun souci. Vous avez la possibilité de voir des replays des causeries passées, surtout de l'année dernière, puisque avec le Covid, on a eu la chance de pouvoir enregistrer la majorité des causeries sur la playlist causerie sur le YouTube Saisie. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Donc on aura l'occasion de revoir cette causerie pour ceux qui veulent revoir cette présentation. Merci à tous, à très bientôt, et puis bon après-midi et prenez soin de vous.